C'est le thème d'aujourd'hui, la loi du vide et la loi de la circulation comme ingénierie invisible de la prospérité, guérison des schémas et reconstruction de l'identité. Sans fantaisie et sans raccourci facile, seulement mécanisme, discipline et test dans le laboratoire de la vie elle-même. Tu peux passer des années à dire que tu veux plus, pendant que ton système interne continue d'opérer comme si plus était dangereux. Et le détail cruel, c'est que vu de l'extérieur, ça ressemble à de la prudence, ça ressemble à de la maturité, ça ressemble à de la responsabilité, sauf qu'à l'intérieur, l'engrenage est autre, c'est la peur déguisée en contrôle, c'est la main fermée qui tente d'appeler le flux, c'est le cœur serré qui essaie d'acheter de la sécurité. Et là, tu entres dans le paradoxe qui détruit la majorité des gens. Plus tu essaies de garantir, plus tu confirmes à ton subconscient que le monde est instable, que le bien est rare, que perdre est probable et que ton destin est de survivre plutôt que de vivre. La loi ne répond pas à ce que tu désires un après-midi inspiré. Elle répond au schéma que tu soutiens quand personne ne te voit, quand la facture tombe, quand le silence vient, quand la marée semble se retirer. C'est là que ta vraie foi apparaît. Et c'est là que l'ingénierie commence. La nature donne le cours sans te demander si tu y crois. La marée monte et descend avec une précision presque cruelle. L'arbre lâche ses feuilles sans faire de drame. Le poumon se vide avant de se remplir. Le cycle existe parce que la vie exige de l'espace pour se renouveler. Seul l'ego essaie de congeler l'océan et appelle ça sécurité. La loi du vide est simple et effrayante précisément parce qu'elle est simple. L'espace créé doit être rempli. Le vide est une instabilité et la vie déteste les instabilités. Sauf que l'ego déteste le vide encore plus parce que vide signifie sans garantie. C'est pourquoi la plus grande bataille n'est pas comment manifester. La plus grande bataille, c'est supporter l'intervalle. C'est soutenir l'espace sans te trahir. C'est ne pas courir remplir de déchets ce que tu as ouvert pour recevoir de l'or. Le vide n'est pas un manque, le vide est un utérus. Et l'ego, quand il sent que l'ancienne identité est en train de mourir, crie comme si c'était une mort littérale, parce que pour lui, ça l'est. Il ne connaît que le passé. Il appelle le passé réalité. Ici commence le point technique, le côté caché, que presque personne n'a le courage de regarder. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu permets ce qui correspond à ton schéma d'identité. Tu n'appelles pas la marée. Tu deviens une côte compatible avec la marée. Et ça change tout, parce que ça te rend la responsabilité, pas la culpabilité. La responsabilité est du pouvoir. La culpabilité est du théâtre. Quand tu comprends que le flux répond à ton état d'ouverture et de circulation, tu vois pourquoi tant de gens font tout bien et vivent pourtant avec une sensation d'étouffement. La personne travaille, s'efforce, s'organise, mais à l'intérieur, elle fonctionne comme un réservoir qui a peur de la sécheresse. Et un réservoir calcule, surveille, rationne, sert. Une source jaillit parce qu'elle sait qu'elle n'est pas l'origine, elle est la sortie. La grande erreur, c'est de croire que la prospérité est une quantité. La prospérité est un rythme, c'est une circulation, c'est un circuit. Et l'argent est l'endroit où tout ça devient plus brutal, parce que l'argent expose ta théologie réelle. Ce que tu crois sur la vie apparaît dans la façon dont tu paies une facture. Il y a des gens qui paient comme s'ils perdaient un morceau d'eux-mêmes, et d'autres qui paient comme s'ils participaient au circuit. Et je ne suis pas en train de te dire de devenir inconscient. Je t'appelle à arrêter d'utiliser la responsabilité comme excuse pour garder la peur vivante. Il y a une différence chirurgicale entre prudence et panique. La prudence construit une structure, la panique construit une prison. Tu peux économiser d'une manière qui programme la catastrophe et tu peux économiser de la même manière en programmant l'opportunité. Tu peux appeler ça fonds d'urgence et répéter au subconscient que l'urgence est ton destin. Ou appeler ça fonds d'opportunité et entraîner ton esprit à attendre des portes, pas des accidents. La somme est la même. Le commandement interne, lui, est autre. Et la loi obéit au commandement,
pas à l'apparence. Le vide et la circulation ne sont pas une technique de richesse. Ils sont un diagnostic spirituel de ton rapport à la vie. Quand tu retiens avec rage, tu dis à l'intelligence qui te traverse « Je ne fais pas confiance ». Quand tu lâches avec conscience, tu dis « Je suis un canal ». Et un canal, ce n'est pas romantique. Un canal, c'est une responsabilité. Un canal ne vit pas dans le délire du « ça va tomber du ciel » pendant qu'il sabote toutes les passerelles possibles. Un canal s'aligne dedans, s'organise dehors et soutient l'ouverture assez longtemps pour que le système se reconfigure. La marée ne respecte pas l'anxiété. Le cycle n'accélère pas parce que tu supplies. Tu plantes, puis tu soutiens. La partie que personne ne veut, c'est celle-là. Soutenir sans contradiction. Parce que la contradiction est un court-circuit. Tu affirmes ta souveraineté à 6 heures du matin et tu te déclares victime à 11. Tu dis « je suis la cause » et tu passes l'après-midi à te disputer avec les faits. Et alors la loi impersonnelle fait le seul travail qu'elle sait faire, imprimer ton état dominant dans le monde. Le début du laboratoire, donc, ce n'est pas de courir faire quelque chose. Le début, c'est d'accepter qu'il existe une mécanique et que tu vas la tester avec précision, sans superstition, sans promesse de miracle, sans auto-illusion. Si tu fais ça correctement, tu ne deviens pas un fanatique de la manifestation. Tu deviens un opérateur lucide. Tu apprends à lire les signaux internes, à voir quand l'ego essaie de te vendre la peur sous le nom de prudence, et à choisir le rythme du flux plutôt que l'addiction au contrôle. Et ce choix est un renoncement. Renoncement à l'ancienne identité qui a besoin de drame pour se sentir vivante. Renoncement à l'habitude d'appeler le manque réalisme. Renoncement au plaisir secret de se plaindre parce que se plaindre te donne une sensation d'innocence. Sauf que l'innocence ne crée pas. L'innocence ne fait qu'observer. Et le canal n'est pas né pour observer. Le canal est né pour conduire. Quand tu regardes avec sérieux, tu te rends compte que ta vie actuelle est un reçu. Pas une punition, pas une épreuve, pas un manque de chance. Un reçu de l'état d'identité que tu as soutenu assez longtemps pour qu'il devienne forme. C'est la loi du miroir. Tu ne te bats pas avec le reflet, tu changes le visage. Sauf qu'ici, changer le visage, ce n'est pas une performance, c'est une équivalence. C'est ton « je suis » qui cesse d'être une jolie phrase pour devenir une instruction. Ce que tu mets après « je suis » n'est pas une description, c'est un décret. Mais un décret réel n'est pas du théâtre. Un décret réel, c'est de la cohérence tout au long de la journée, surtout quand la marée est basse, parce qu'il existe un délai entre cause et effet, et ce délai est l'endroit où presque tout le monde meurt. La personne plante et déterre la graine chaque matin pour voir si elle est déjà devenue un arbre. La personne fait une affirmation et court vérifier son solde bancaire comme si le solde était Dieu. La personne déclare un nouveau destin et à la première vieille évidence, retourne s'agenouiller devant l'ancienne peur. Et ensuite, elle appelle ça « ça n'a pas marché ». Ce n'est pas que ça n'a pas marché, c'est que tu as annulé, tu as allumé un éclair. Et parce que le tonnerre n'est pas venu tout de suite, tu as décidé que le ciel n'existe pas. Le tonnerre vient. Le problème, c'est que tu changes de ciel avant qu'il n'arrive. Ici, entre la discipline la plus impopulaire du monde, soutenir une identité unique, sans fissure, pendant l'intervalle, parce que la fissure est ce qui te vole ton énergie. Tu peux avoir 2 heures de pratique spirituelle et 22 heures d'auto-abandon. Tu peux faire une prière scientifique et juste après, répéter les mêmes phrases internes de défaite, les mêmes imaginations de perte, le même film du « et si ça tourne mal ?» Et la loi ne se trompe pas. Elle lit ce qui est dominant. Elle lit ce qui est répété. Elle lit ce qui porte une charge émotionnelle. C'est pourquoi le laboratoire commence par une question simple et brutale. Quelle est ton attente réelle ? Tu t'attends à la catastrophe ou à l'opportunité? Tu appelles ça plan B ou présage. Tu crois être prudent, mais ton corps reste tendu, comme si le monde était un piège. C'est un signe. Ton corps est un sismographe de ta croyance.
et le subconscient obéit à la croyance, pas au discours. Et maintenant, sans liste, je vais te donner le protocole sous forme de séquence vivante, comme une chirurgie. D'abord, tu dois accepter que ta vie a des endroits trop pleins, plein d'objets que tu n'aimes pas, plein de relations déjà mortes, plein d'habitudes qui t'alourdissent, plein d'engagements qui sont une fuite. Et le plein, paradoxalement, est un message invisible qui dit « Je n'ai besoin de rien de nouveau ». C'est pour ça que la vie n'entre pas. Ce n'est pas parce que la vie te déteste, c'est parce que tu as verrouillé la porte et appelé ça une maison. Créer du vide, c'est choisir un endroit spécifique où tu vas ouvrir un espace réel, sans retour, puis soutenir cet espace sans te punir. Tu commences par le physique parce que le physique est le plus honnête. Il te montre l'attachement en pleine face. Tu regardes l'armoire et tu vois combien d'anciennes versions de toi sont encore accrochées là. Tu regardes le tiroir et tu vois combien de sécurités ne sont que du bric-à-brac émotionnel. Quand tu libères, tu ne jettes pas. Tu informes ton système. Je ne suis plus ça. Et cet avis est puissant parce qu'il est concret. Sauf que le physique, tout seul, devient un minimalisme stérile. Le vide véritable exige le mental. Le mental, c'est l'endroit où tu cesses d'appeler le vide danger et où tu commences à l'appeler potentiel. C'est l'endroit où tu apprends à rester en silence sans courir te distraire. C'est l'endroit où tu paies une facture sans maudire. C'est l'endroit où tu arrêtes de dire « je ne peux pas » et où tu commences à dire « je choisis ». Parce que « je choisis » te rend la cause, « je ne peux pas » rend la victime. Et la partie financière que beaucoup confondent avec « dépenser pour recevoir », c'est autre chose. C'est une circulation consciente. C'est arrêter de traiter l'argent comme un ennemi et arrêter de le traiter comme une anesthésie et commencer à le traiter comme une énergie en circuit. Tu n'achètes pas des choses pour boucher un trou émotionnel. Tu fais circuler l'énergie avec dignité, dans ta réalité, avec intelligence, sans folie, sans dette créée par délire. Si tu es endetté, ta première responsabilité est d'arrêter de te punir et de commencer à opérer avec respect. Parce que le respect te sort du désespoir, et le désespoir est l'état qui fabrique le plus de mauvaises décisions. Un test profond ici, c'est d'observer comment tu parles à l'argent. La façon dont tu tiens un billet, la façon dont tu jettes un reçu, la façon dont tu dis « je suis fauché » comme si c'était une blague. Le subconscient ne comprend pas la blague quand il s'agit d'identité. Il comprend la répétition. Si tu répètes « fauché », il construit « fauché ». Si tu répètes « il manque toujours », il organise « il manque toujours ». Si tu appelles ta réserve « urgence », il comprend que l'urgence est le scénario inévitable qui justifie l'existence de la réserve. La solution n'est pas de nier la prudence. La solution est de changer la conscience derrière elle. Tu peux être organisé et malgré tout, attendre le bien. Tu peux prendre une assurance et malgré tout, attendre la santé. Tu peux économiser et malgré tout, attendre l'opportunité. L'esprit doit être entraîné à attendre le meilleur sans tomber dans la stupidité d'ignorer la réalité. C'est ça, la maturité spirituelle, l'espérance avec structure, la foi avec méthode. Quand tu commences à faire circuler, le premier monstre surgit, la peur de l'intervalle. Tu lâches et l'ego panique, tu donnes et tu penses, et si j'en ai besoin, tu nettoies la maison et tu ressens une tristesse étrange, comme si tu avais perdu quelque chose. Tu fermes un cycle et pendant quelques jours, la vie semble plus vide. C'est là que presque tout le monde commet l'assassinat de son propre processus, le remplissage de panique. La personne court acheter n'importe quoi juste pour ne pas voir l'espace. La personne entre dans une relation quelconque juste pour ne pas supporter le silence. La personne remplit l'agenda de bruit pour ne pas affronter son propre cœur. Sauf que ça, c'est l'opposé du vide. C'est la peur qui gouverne. Et la peur est un ordre très clair pour la loi. Continue à me donner des raisons d'avoir peur. Le vide doit être soutenu comme un geste d'autorité, pas d'entêtement. D'autorité, tu dis « j'ai préparé la chambre ». Je ne vais pas mettre n'importe quel invité ici. Je vais attendre la qualité.
Et attendre la qualité est un acte de foi, mais aussi un acte de caractère. Parce que le caractère, c'est la capacité de soutenir l'inconfort sans vendre son âme pour un soulagement immédiat. Et ici, je vais être encore plus technique. La loi ne te récompense pas pour donner. Elle répond à l'état interne que le don révèle. Si tu donnes avec ressentiment, tu renforces le schéma de perte. Si tu donnes avec joie et dignité, tu renforces le schéma d'abondance. Et la joie ici n'est pas l'euphorie, c'est le calme du roi. C'est la conscience que tu n'es pas un réservoir qui a peur. Tu es un canal avec une source. La différence n'est pas la somme. La différence, c'est l'identité que l'action confirme. C'est pour ça qu'un petit geste, mais cohérent, peut être plus transformateur qu'un grand geste fait par culpabilité. Le subconscient n'est pas impressionné par le théâtre moral. Il est impressionné par un schéma répété. Le laboratoire commence à devenir dangereux quand tu réalises que le plus grand blocage n'est pas l'argent, ni le temps, ni la chance. C'est ta relation au plein et au vide. Certains vivent remplis de choses pour ne pas sentir le manque d'amour. Certains vivent remplis de tâches pour ne pas sentir la peur d'exister. Certains vivent remplis d'opinions pour ne pas affronter le silence. Et alors, quand tu parles de vide, la personne croit que c'est ranger l'armoire. Non, c'est arrêter d'utiliser le plein comme anesthésie. C'est arrêter d'acheter de la distraction. C'est arrêter d'appeler le bruit la vie. La loi du vide est une loi de maturité. Elle exige que tu supportes l'absence sans devenir un mendiant émotionnel. Elle exige que tu soutiennes l'espace sans devenir un chasseur désespéré. Et ça, inévitablement, te ramène à ton identité la plus profonde. Qui es-tu quand il n'y a pas de preuve externe? Qui es-tu quand le solde n'a pas encore changé? Qui es-tu quand le corps n'a pas encore répondu? Qui es-tu quand personne ne te valide? Ce qui est ton « je suis » réel. Et c'est lui qui imprime le monde. Maintenant, si tu fais ça correctement, tu vas commencer à remarquer un phénomène presque toujours mal interprété. La marée basse ne disparaît pas d'un coup. Il existe ce que j'appelle la dernière récolte de l'ancien semis. Tu changes l'état interne aujourd'hui, mais la vie montre encore, pendant un temps, des signes de l'ancien état. Ce n'est pas un échec, c'est de l'inertie, c'est le monde physique qui réorganise ce qui a été commandé hier. Le problème, c'est que l'ego regarde cette inertie et crie « Tu vois ?» et il essaie de te tirer vers l'ancien schéma, parce que l'ancien schéma est familier, même s'il est misérable. La familiarité est l'addiction la plus forte de l'être humain. La personne préfère la douleur connue au vide inconnu. Et c'est pour ça que le vide est une épreuve. Il prouve si tu veux vraiment changer ou si tu veux seulement un soulagement temporaire. Dans cette phase, tu as besoin d'un soin que peu de gens enseignent, une protection contre l'auto-illusion. Parce que l'ego est intelligent. Il peut utiliser la spiritualité pour maintenir la peur. Il peut transformer « je fais confiance » en paresse. Il peut transformer « je ne m'attache pas » en négligence. Il peut transformer manifestation en fantaisie pour ne pas assumer la responsabilité. C'est pourquoi le laboratoire a un principe rigide. Tu n'utilises pas une loi spirituelle pour justifier l'imprudence. Tu utilises une loi spirituelle pour ajuster la conscience et renforcer la décision. Si ta réalité exige des factures, tu paies les factures. Si ta réalité exige de la planification, tu planifies. Ce qui change, c'est l'état avec lequel tu le fais. Tu arrêtes de faire comme un serviteur terrifié et tu commences à faire comme un opérateur conscient. Tu ne nies pas le monde, tu deviens la cause dans le monde. Et pour fermer ce premier bloc, je veux que tu comprennes l'inversion qui va te libérer. Le vide n'est pas un problème à résoudre. Le vide est une porte à traverser. L'espace est le message que tu es prêt pour un upgrade. Sauf que l'upgrade exige du courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est ne pas obéir à la peur. Si tu arrives à soutenir ce point, tu vas voir le second bloc s'ouvrir. L'union du « je suis » avec la circulation, où l'argent, le corps et les relations cessent d'être des cibles et deviennent des miroirs.
et où tu apprends à commander le miroir sans te mentir. Tu n'es pas ici pour être un personnage qui réagit. Tu es ici pour être la cause qui imprime. Sauf que la vraie cause n'est pas une jolie phrase. La vraie cause, c'est une identité stable. Et une identité stable est rarissime, parce que la plupart des gens vivent en fragments. Un fragment croit au bien. Un autre fragment s'attend au pire. Un fragment prie. Un autre fragment se plaint. Un fragment affirme. Un autre fragment s'humilie. Et chaque fragment tire la vie dans une direction différente, créant cette sensation de confusion, de retard, de malchance, de destin cassé. La loi ne te punit pas. Elle est fidèle à ton signal mixte. Tu es une radio qui émet sur 2 fréquences. Et le monde, comme miroir, renvoie de l'interférence. Le premier travail de l'opérateur, c'est d'arrêter l'interférence. C'est l'unification interne. C'est le « je suis » sans fissure. Le « je suis » est le point le plus technique et le plus sacré en même temps, parce qu'il est le nom de ton autorité. Ce que tu mets après, lui, devient un commandement. Sauf qu'un commandement sans équivalence devient du bruit. Tu peux dire « je suis prospère » et en même temps appeler la dépense une perte, appeler le don un danger, appeler l'opportunité une illusion. Et alors le « je suis » véritable est écrit dans tes micro-gestes, dans la façon dont tu fermes le poing, dans la façon dont tu soupires en payant, dans la façon dont tu imagines un futur toujours serré. Le subconscient est un ingénieur obéissant. Il ne juge pas, il construit. Il prend ton schéma et organise le monde pour lui correspondre. C'est pourquoi la manifestation n'est pas de la magie, c'est impression et exécution. Tu imprimes, il exécute. La loi est le sol, ton je suis est la graine, et ta vie est la récolte. Le drame surgit parce que la plupart plantent une berceuse et arrosent avec du poison. L'union du « je suis » avec le vide crée une discipline qui semble dure, mais qui libère. Tu cesses de décrire ce que tu détestes comme si c'était un destin. Tu ne nies pas les faits, tu refuses les décrets. Un fait, c'est « aujourd'hui c'est comme ça ». Un décret, c'est « ce sera toujours comme ça ». Quand tu dis « toujours », tu signes un contrat avec le subconscient. Et lui adore les contrats. Il aime la répétition. Il vit de schémas. Alors le laboratoire exige que tu révises ton vocabulaire interne comme on révise un code source. Parce que c'est ça, du code. Je ne peux pas et du code. Je me fais toujours avoir et du code. L'argent disparaît et du code. Et ton monde fait tourner ce programme depuis des années. Il y a une image qui explique le délai entre cause et effet sans mysticisme. Le tonnerre. Tu vois l'éclair et pendant un temps, il y a le silence. Si tu es adulte, tu ne conclus pas que le tonnerre n'existe pas. Tu comprends la différence de vitesse. Dans la conscience, c'est pareil. La cause est instantanée, l'effet est graduel. Le changement interne est un éclair. La réorganisation du monde est le tonnerre. Sauf que, dans l'intervalle, tu es testé. Tu es testé par l'ancienne habitude de tout mesurer à l'apparence. Et l'apparence est le dernier endroit où la nouvelle cause apparaît. D'abord, elle apparaît comme un nouveau type de calme, un nouveau type de décision, un nouveau type d'autocontrôle, un nouveau type de non au remplissage de panique. Et ensuite, oui, elle devient circonstance. Mais si tu exiges la circonstance avant de soutenir l'état, tu deviens esclave du miroir. Et l'esclave du miroir ne manifeste jamais. Il ne fait que demander. Le second point d'unification, c'est la loi de la circulation appliquée au-delà de l'argent. Parce que beaucoup deviennent spirituels et restent misérables en amour, en énergie, en santé mentale. Et ça aussi, c'est un circuit brisé. La circulation, c'est donner et recevoir dans toutes les dimensions. C'est pardonner pour libérer l'énergie retenue. C'est clore des cycles sans devenir rancunier. C'est arrêter d'alimenter des conversations qui drainent. C'est arrêter de consommer du contenu qui te rend anxieux. C'est arrêter de te punir et appeler ça de l'humilité. Tu veux du flux, mais tu nourris la stagnation émotionnelle. Tu veux de la nouveauté, mais tu caresses la rancune comme si c'était un patrimoine.
Tu veux la guérison, mais tu continues à répéter l'histoire malade parce qu'elle te donne une identité. Et une identité malade est confortable parce qu'elle t'exempte de responsabilité. Le vide, ici, c'est lâcher la vieille histoire. C'est ouvrir de l'espace dans ton théâtre interne pour qu'une nouvelle version de toi puisse exister. Et quand tu fais ça, le monde commence à te provoquer avec une tentation spécifique. La tentation de revenir à l'ancienne identité pour ne pas perdre. Tu vas entendre des voix internes te dire que tu es naïf, que faire confiance est dangereux, que lâcher est irresponsable. Et là, tu as besoin d'un critère. Faire confiance, ce n'est pas fermer les yeux. Faire confiance, c'est ne pas obéir à la panique. Faire confiance, c'est agir avec méthode sans livrer ton cœur à la peur. Faire confiance, c'est payer ce qu'il faut payer sans maudire. Faire confiance, c'est planifier sans imaginer la catastrophe comme inévitable. Faire confiance, c'est garder la dignité même quand la marée est basse. C'est à ce point que la spiritualité cesse d'être esthétique et devient force. La loi de la circulation révèle aussi un péché silencieux qui casse le flux sans que tu t'en rendes compte. La condamnation. Condamner l'argent, condamner les gens prospères, condamner le succès, condamner la santé, condamner la beauté, condamner la joie. Tu ne le dis peut-être pas à voix haute, mais tu le ressens. Tu vois quelqu'un prospérer et une partie de toi grimace. Tu vois quelqu'un heureux et une partie de toi dédaigne. Tu critiques pour te protéger de la sensation de « et si je n'ai jamais ça ?» Sauf que la condamnation est un commandement d'éloignement. C'est toi qui dis « ce n'est pas pour moi » ou « c'est sale ». Et la loi fidèle te donne de la distance. C'est pourquoi le laboratoire est moral au sens le plus technique possible. Ce n'est pas du moralisme, c'est de la mécanique. Ce que tu méprises, tu l'expulses. Ce que tu bénis, tu le permets. Et bénir, ce n'est pas idolâtrer. C'est arrêter de contaminer de poison ce que tu dis vouloir. Maintenant vient la partie pratique que peu acceptent. L'unification de l'identité exige un jeûne de plainte. Se plaindre est délicieux parce que ça te donne la sensation d'avoir raison. Sauf qu'avoir raison ne crée rien. Se plaindre répète les faits. Répéter les faits, c'est planter plus de la même chose. Si tu veux changer les faits, tu dois arrêter de parler de lui comme s'il était ton Dieu. Tu commences à parler de ce que tu établis comme cause. Ça ne signifie pas mentir. Ça signifie choisir, le commandement. Si quelqu'un te demande comment tu vas, tu peux être honnête sans décréter une tragédie. Tu peux dire « je suis en processus » sans dire « ma vie est un désastre ». Tu peux dire « je me réorganise » sans dire « je ne réussis jamais ». Ce changement paraît petit, mais il est le début de la souveraineté. Et la fin de ce bloc, c'est le point le plus intime. Tu dois décider si le vide sera ton ennemi ou ton autel. Parce que le vide va apparaître. Il apparaît quand tu nettoies. Il apparaît quand tu lâches. Il apparaît quand tu clôtures. Il apparaît quand tu cesses d'anesthésier et tu vas avoir envie de courir. Si tu cours, tu reviens à l'ancien monde. Si tu restes, tu traverses. Le vide, soutenu, devient un signal pour le subconscient que tu fais confiance au bien sans avoir besoin d'agripper une preuve. Et ça change la façon dont le subconscient te guide. Il commence à te pousser vers des choix plus intelligents, plus courageux, plus alignés. Il commence à organiser des rencontres, des idées, des opportunités. Pas comme une magie infantile, mais comme la conséquence de ton nouveau schéma. Tu es devenu une côte compatible avec la marée. Dans le prochain bloc, je vais enfoncer la lame encore plus profondément. Comment exécuter le vide sans tomber dans le délire? Comment circuler sans devenir compulsif? Comment protéger le processus contre le remplissage de panique, l'envie, la comparaison et cette forme sophistiquée d'auto-illusion où tu appelles fuite la foi? Et comment transformer ton quotidien en véritable laboratoire où chaque facture, chaque choix, chaque silence devient une instruction claire pour la loi? Tu vas découvrir que le vrai secret n'est pas recevoir plus,
C'est devenir quelqu'un capable de soutenir plus sans se contracter, quelqu'un capable de laisser aller sans paniquer, quelqu'un capable d'attendre sans s'humilier, quelqu'un capable de prospérer sans devenir moralement faible. Et quand ce quelqu'un naît, la vie change parce qu'il y a enfin de l'espace pour qu'elle entre. Le vide appliqué pour de vrai n'est pas un événement, c'est un style de vie, c'est une hygiène, c'est un système de maintenance du flux. Et tout système a des saboteurs prévisibles. Le premier saboteur, c'est la hâte. La hâte est une forme d'incrédulité. C'est l'ego qui dit « si ça n'apparaît pas maintenant, ça n'existe pas ». Le second saboteur, c'est le remplissage bon marché, quand tu essaies de boucher l'espace avec n'importe quoi, juste pour ne pas ressentir. Le troisième saboteur, c'est la dramatisation, quand tu confonds intensité émotionnelle et puissance spirituelle. Le laboratoire est l'opposé, assez froid pour être précis, et assez chaud pour être vivant. Tu n'es pas ici pour ressentir beaucoup. Tu es ici pour imprimer juste. Et imprimer juste exige répétition, attention et honnêteté. L'exécution commence quand tu choisis un endroit de stagnation et que tu décides d'y toucher sans négociation. Ça peut être une pièce, un tiroir, une armoire, une boîte d'objets que tu gardes comme des encres. Quand tu ouvres, tu vas voir que ce n'est pas une histoire de choses. C'est une histoire de versions anciennes, d'identités passées que tu gardes comme des amulettes. Et alors vient la question qui fait mal. Est-ce que ça sert ma nouvelle vie ou est-ce que ça sert ma peur? La plus grande partie de ce que tu gardes sert la peur, sert l'idée que si tu lâches, tu te retrouves sans. Et c'est exactement la croyance qui maintient la rareté. Tu lâches et le corps réagit. Le corps veut reprendre. Le corps veut remplir. Et là, tu commences à entraîner le corps comme on entraîne un animal, avec fermeté et douceur. Tu sens l'impulsion et tu n'obéis pas. Tu observes la panique et tu ne l'appelles pas vérité. Tu soutiens l'espace et tu laisses l'esprit apprendre quelque chose de rarissime. Le vide ne tue pas. Ensuite, tu fais la même chose avec l'argent, mais avec intelligence. Ce n'est pas dépenser ce que tu n'as pas. C'est arrêter de traiter chaque sortie comme une amputation. Tu peux commencer par un geste petit et symbolique, mais répété, comme une déclaration hebdomadaire de circulation pour quelque chose qui t'élève, quelque chose qui nourrit ton âme, quelque chose que tu respectes. Et tu vas observer ce qui se passe en toi au moment de donner. Si tu ressens de la colère, tu as trouvé un nœud. Si tu ressens de la peur, tu as trouvé un nœud. Si tu ressens de la culpabilité, tu as trouvé un nœud. Et la guérison du nœud n'est pas d'arrêter de donner. La guérison du nœud, c'est de resignifier l'acte parce que l'acte est un miroir de ton état. Tu donnes comme quelqu'un qui perd ou tu donnes comme quelqu'un qui plante. Tu payes comme quelqu'un qui saigne ou tu payes comme quelqu'un qui participe au circuit. Tu achètes de la nourriture comme quelqu'un qui ne mérite pas ou comme quelqu'un qui honore le corps qui te porte. Ça, c'est de la spiritualité appliquée. C'est de l'ingénierie interne. Et si tu as des dettes, le laboratoire est encore plus rigoureux. Tu n'utiliseras pas une loi spirituelle pour faire semblant que la dette n'existe pas. Tu utiliseras une loi spirituelle pour arrêter de sombrer dans le désespoir, parce que le désespoir te fait agir mal. Tu traiteras le paiement comme une responsabilité assumée, pas comme une humiliation. Tu arrêteras de maudire la facture, parce que maudire la facture, c'est maudire la circulation. Et une circulation maudite revient sous forme de plus de blocage. Tu paieras avec respect et avec une phrase interne de souveraineté, quelque chose comme « je libère cela avec dignité et j'ouvre de l'espace pour de nouveaux flux ». L'argent sort, mais le circuit reste vivant. Et garder le circuit vivant est plus important que garder l'illusion du contrôle. Le point le plus délicat est celui-ci. Après avoir créé de l'espace, tu dois résister à l'addiction de remplir vite. Tu vas sentir la tentation d'aller faire des achats et de remplacer immédiatement ce que tu as lâché. Tu vas sentir la tentation de remplir ton agenda pour ne pas faire face au silence. Tu vas sentir la tentation
de reparler à ceux qui te drainent, juste pour ne pas sentir le vide. Et c'est ici que l'opérateur se sépare du curieux. Le curieux joue et appelle ça de la spiritualité. L'opérateur soutient et appelle ça une méthode. Soutenir, c'est dire « je tiens 3 jours d'espace sans trahir le processus. Je tiens une semaine de marée basse sans devenir un mendiant. Je tiens l'absence sans vendre mon âme pour du soulagement. » Et pendant que tu soutiens, la loi commence à travailler de la manière la plus sérieuse. Elle te réorganise, toi. Avant de réorganiser les circonstances, elle réorganise la perception. Tu commences à voir des opportunités que tu ignorais. Tu commences à avoir des idées que tu n'avais pas. Tu commences à sentir du courage pour des conversations que tu évitais. Tu commences à repérer des dépenses qui n'étaient que de l'anesthésie. Tu commences à voir des relations qui n'étaient qu'une fuite. Et ça, c'est la vraie manifestation. Ce n'est pas seulement obtenir quelque chose, c'est devenir quelqu'un qui vit en circuit ouvert. Un circuit ouvert attire la vie. Un circuit fermé attire l'entropie. Ici, je dois mettre une protection explicite contre l'auto-illusion. N'utilise pas ce processus pour te mettre en danger. Ne crée pas du vide de façon irresponsable, comme quitter ton travail sans plan, rompre des engagements qui soutiennent ta maison, dépenser à crédit pour prouver la foi. Ça, c'est l'ego qui veut du spectacle. La foi réelle n'a pas besoin de public. La foi réelle a besoin de cohérence. Si tu veux tester la loi, teste avec intelligence. Fais un ajustement qui élargit ton état interne sans détruire ta structure externe. La structure externe fait partie du laboratoire. Tu ne jettes pas le microscope par terre pour prouver que tu crois en la science. Tu utilises le microscope. De la même façon, tu ne détruis pas ta vie pour prouver que tu fais confiance à la loi. Tu alignes ta vie sur la loi avec méthode. Et maintenant, le grand saboteur invisible que presque personne n'admet, l'envie, la comparaison et la critique. Ce sont des fuites d'énergie qui percent ton récipient interne. Tu peux nettoyer la maison, faire un don, essayer de faire circuler. Mais si tu passes ta vie à condamner ceux qui ont, tu crées un ordre intérieur qui dit « c'est mal ». Et le subconscient préfère être moralement correct plutôt que matériellement libre parce qu'il veut l'appartenance et l'approbation. Alors il te garde petit pour que tu ne deviennes pas comme eux. Tu dois purifier ce poison sans devenir naïf. Tu n'as pas besoin d'idolâtrer qui que ce soit. Tu as besoin d'arrêter de maudire. Bénir, c'est reconnaître. Ça existe dans le monde. Donc, ça existe comme possibilité. Si ça existe comme possibilité, je peux devenir équivalent à l'intérieur, sans voler, sans tricher, sans fantaisie, seulement en changeant mon schéma et en agissant avec constance. Le saboteur suivant, c'est le mot. Le mot quotidien. La manière dont tu racontes ta vie. Tu peux implanter un nouveau circuit avec des actions et le tuer avec ton discours. Si tu passes la journée à dire que c'est difficile, que c'est mauvais, que c'est bloqué, que c'est impossible, tu arroses l'ancien semis. Le laboratoire demande un jeûne de décrets négatifs. Pas un théâtre de positivité, mais un refus de signer des condamnations. Tu peux reconnaître un défi sans transformer le défi en identité. Tu peux reconnaître un retard sans transformer le retard en destin. Tu peux reconnaître une douleur sans transformer la douleur en « je suis comme ça ». Et c'est ici que je te laisse sur le seuil du climax du prochain bloc. Il existe une manière de soutenir le vide sans anxiété, et elle implique rituel et état, pas superstition. Elle implique d'entraîner le subconscient à associer l'espace à la sécurité. Elle implique de transformer de petits actes en langage sacré pour ton système interne, parce que le subconscient respecte la répétition et la révérence. Quand tu fais avec révérence, tu imprimes plus profond. Quand tu fais en automatique, tu imprimes peu. La révérence n'est pas la religion. La révérence, c'est l'attention. L'attention, c'est le pouvoir. Dans le prochain bloc, je vais te montrer comment créer une cérémonie sans délire, comment soutenir l'intervalle sans tomber dans le remplissage de panique, comment protéger ton circuit contre les personnes, les environnements et les habitudes qui aspirent ton énergie.
Et comment transformer toute ta routine en laboratoire de cause et effet où tu peux mesurer, ajuster et répéter jusqu'à ce que la marée de ton destin cesse d'être aléatoire et devienne une loi obéie. Tu comprendras pourquoi, à certains moments, la vie semble silencieuse, comme une marée immobile, mais qu'en dessous elle organise la réversion. Et que ton travail est de ne pas trahir le processus dans la minute qui précède le retour. Et quand tu auras traversé ça, tu verras la vérité la plus inconfortable et la plus libératrice. La vie a toujours répondu. Ce qui a changé, c'est ton signal. Ce qui a changé, c'est ta disposition à ouvrir de l'espace, soutenir l'espace et circuler sans peur. Ce qui a changé, c'est toi. Tu as cessé de supplier l'effet et tu as commencé à vivre comme la cause. C'est la seconde qui suit. Parce que l'ego ne panique pas quand tu es agrippé à l'ancien. Il panique quand tu crées de l'espace et que pour la première fois, tu entends le silence. Ce silence n'est pas un vide mort. C'est une pression qui chute. C'est le début du véritable vide. Et l'ego, entraîné pendant des années à survivre, interprète la baisse du bruit comme une menace. Il appelle ça manque. Il appelle ça perte. Il appelle ça et si rien ne venait. Sauf qu'ici se trouve l'ingénierie invisible. La nature ne déteste pas le vide par poésie. Elle répond au vide par loi. Le problème, c'est que la plupart créent de l'espace dehors et restent bouchés dedans. Le tiroir se vide, mais l'esprit continue de faire l'inventaire de la peur. Et quand l'esprit s'obstine à appeler l'espace un danger, il précipite le remplissage. Il n'attend pas l'or, il met des déchets juste pour ne pas affronter l'autel du silence. C'est pour ça que dans ce laboratoire, tenir l'espace n'est pas un conseil motivationnel. C'est une phase technique. Tu as créé la différence de pression. Maintenant, tu dois empêcher le saboteur de refermer la valve par précipitation. Et il la referme d'une manière subtile. Il te donne des tâches urgentes, des achats impulsifs, des messages à des personnes inadaptées, des retours vers des environnements toxiques, n'importe quoi qui réduise la sensation de vide. Le vide devient manque à gagner, manque à calmer, sevrage. Et alors tu découvres une vérité brutale. Tu n'es pas accro à l'objet, tu es accro au soulagement que l'objet apporte à ton système nerveux. Quand tu lâches, ton système se retrouve sans anesthésie. C'est là que tu comprends que l'attachement n'était pas de l'amour, c'était une gestion de l'anxiété. Alors tu dois changer la lecture du phénomène. L'espace n'est pas une absence, l'espace est un réceptacle. L'espace est le récipient chimique du laboratoire où la réaction a lieu. Un flacon plein ne reçoit pas de nouveaux réactifs. Une vie remplie de choses que tu tolères ne reçoit pas ce que tu désires. La femme qui voulait l'Europe et avait la maison pleine de meubles qu'elle détestait n'a pas été instruite à rêver plus fort. Elle a été instruite à créer un espace réel, à faire face à l'inconfort et à soutenir le vide, jusqu'à ce que le circuit accepte un nouveau schéma. Le mécanisme n'était pas de la fantaisie. Elle a retiré le blocage, tenu le silence, et la réalité a trouvé un canal inattendu. Le point n'est pas Paris. Le point, c'est la méthode. Tu ne négocies pas avec la loi, tu ajustes les conditions et la loi répond. Et ici, entre la partie qui sépare la discipline de l'auto-illusion, tenir l'espace ne signifie pas prendre des décisions irresponsables pour prouver ta foi. Ça signifie abandonner l'habitude de remplir l'anxiété avec n'importe quel substitut. Ça signifie arrêter de transformer le vide en désespoir. Le laboratoire ne demande pas un saut aveugle, il demande de la cohérence interne. Tu enlèves l'excès, oui, mais ce que tu enlèves, c'est ce qui est mort, ce qui te draine, ce qui occupe la place du nouveau par pure inertie. Et après avoir retiré, tu fais quelque chose qui change tout. Tu ritualises le lâcher-prise. Pas par mysticisme théâtral, mais parce que le subconscient apprend par marquage émotionnel. Quand tu allumes une bougie, remercie pour le service rendu et libère avec révérence, tu dis à ton système profond, c'est sûr, c'est sacré, c'est définitif. Tu ne jettes pas, tu clôtures un cycle. Et quand tu clôtures un cycle en conscience, tu empêches la rechute. Le rituel n'est pas pour l'univers. Le rituel
est pour ton esprit. C'est pour convertir la perte en puissance. Parce que l'esprit de l'attachement croit que lâcher, c'est mourir. Le rituel enseigne que lâcher, c'est ouvrir. Et l'entraînement le plus fin, c'est celui-ci. Après avoir lâché, tu dois rester quelques minutes dans l'espace. Tu dois regarder l'étagère vide, le coin nettoyé, l'agenda moins encombré et ressentir du soulagement, pas du manque. Tu dois éduquer ton corps à associer le vide à la légèreté et à la possibilité. Si tu n'éduques pas ton corps, tu vas courir remplir. Si tu l'éduques, tu deviens quelqu'un capable d'attendre. Et attendre, ici, n'est pas de la passivité, c'est de la stabilité. La stabilité, c'est la capacité de ne pas exiger que le comment se révèle immédiatement. L'ego veut des preuves, un calendrier, des garanties. Mais la loi ne travaille pas sous chantage. Tu crées le vide et tu soutiens l'espace. Le remplissage arrive par des canaux que ton mental conscient ne contrôle pas. Et le vrai test, c'est la semaine suivante, quand rien ne semble avoir changé. Tu vas sentir la tentation de conclure trop tôt. Tu vas sentir l'impulsion de dire « ça ne marche pas ». Sauf que le temps de réarrangement fait partie de la mécanique. Tu n'accuses pas la graine d'échec parce qu'elle n'est pas encore devenue arbre. Tu observes, tu arroses, tu protèges. Et tu gardes un vœu. Je ne vais pas remplir l'espace avec le mauvais juste pour ne pas sentir le vide. Ce vœu est ton contrat de caractère. Sans caractère, toute loi devient superstition. Avec du caractère, la loi devient de l'ingénierie appliquée. Et c'est ici que le prochain chapitre va serrer la vis la plus sensible, l'argent. Parce que le vide le plus difficile n'est pas dans l'armoire. Il est dans la relation émotionnelle à la circulation, à la dépense, à la réception, à la dette et à l'identité que tu actives à chaque transaction. Tu crois que le problème est ne pas avoir, mais le laboratoire révèle autre chose. Bien souvent, le problème est comment tu laisses partir. Parce que, pour l'esprit de la peur, chaque paiement est une amputation. Chaque facture est une agression. Chaque achat est un risque. Et cette lecture n'est pas neutre, c'est un commandement. Le même acte extérieur, payer, acheter, investir, peut être programmé comme perte ou comme circulation. Et le subconscient ne répond pas au fait. Il répond au sens. C'est pour ça que la conscience du dépensier joyeux n'est pas une invitation à l'irresponsabilité. C'est un calibrage de l'état interne. Payer sans ressentiment, acheter sans culpabilité, faire circuler sans panique. Non pour prétendre que les factures n'existent pas, mais pour empêcher que chaque facture devienne une prière de rareté. Ici, entre une image technique qui détruit beaucoup de fantaisie et aussi beaucoup de victimisation, tu n'es pas la source, tu es le conducteur. Tu es le fil. Un fil ne produit pas l'électricité. Un fil ne supplie pas la tension. Un fil doit seulement être propre, connecté et sans résistance interne. Quand il y a peur, ressentiment, critique, avarice, le fil chauffe, crée du frottement, perd sa conduction. Quand il y a confiance, gratitude et circulation consciente, le circuit se ferme et le courant passe. La partie que presque personne n'accepte, c'est l'exigence d'un circuit complet, entrée et sortie. Si tu veux seulement recevoir et ne jamais lâcher, tu deviens un goulot d'étranglement. Si tu donnes seulement et que tu ne reçois pas, tu casses aussi le circuit par culpabilité, par honte d'être béni, par peur de paraître égoïste. Le laboratoire ne sanctifie ni l'avarice ni l'autonégation. Il demande un flux intègre. Et au niveau le plus pratique, ça se manifeste dans la micro-décision la plus commune de la journée. Payer une facture. Le document va droit au but. L'esprit mendiant paie avec rage et se sent volé. L'esprit roi paie avec gratitude pour le service et avec conscience de l'échange. Ce n'est pas du théâtre. C'est un entraînement d'impression dominante. Si tu saisis un paiement en tremblant, en maudissant, en répétant « ça va me briser », tu imprimes dans le système profond le schéma sorti du danger. Et alors ton esprit se contracte, tu deviens réactif, tu cherches le contrôle, tu coupes le mouvement, et le contrôle lui-même devient sécheresse.
Si tu paies en reconnaissant la valeur reçue et en bénissant la circulation, tu imprimes sortie, tiers, participation. Et le corps ne ferme pas la valve. Tu restes mobile. Et la mobilité, c'est là où les opportunités te voient. Maintenant, attention. Ce n'est pas pour justifier des achats impulsifs, des dettes sans plan ou une foi utilisée comme permis d'imprudence. Le texte lui-même est clair en séparant la joie du délire. Le dépensier joyeux opère dans ses moyens, mais avec un autre état interne. Il ne se noie pas dans la carte et appelle ça manifestation. Ce serait de l'auto-illusion, et le laboratoire ne protège pas l'auto-illusion. Le laboratoire protège la lucidité. Ce qui change, c'est la signature émotionnelle avec laquelle tu fais ce que tu dois déjà faire. Tu ne cesses pas de payer, tu arrêtes de détester payer, tu ne cesses pas d'acheter à manger, tu cesses d'acheter à manger comme si tu étais en train de perdre la guerre. Ça paraît subtil, mais c'est le moteur caché de ta vibration d'identité. Et quand on parle de donner, le point devient encore plus aigu. Beaucoup essaient de donner pour recevoir, comme s'ils soudoyaient la réalité. Ça revient comme frustration parce que l'intention est une transaction anxieuse, pas une démonstration d'abondance. Le document insiste. Donner ne remplace pas l'effort. Donner ne remplace pas le travail. Donner ne remplace pas la compétence. Donner change l'état. Il relâche la crampe mentale. Il ouvre la valve de sortie, crée du vide et le système, par loi, tend à remplir par de nouvelles voies. Mais ces voies sont souvent humaines, comportement plus confiant, présence plus attirante, décision plus claire, énergie moins désespérée. Rien de tout ça n'est de la magie, c'est du mécanisme. L'histoire de Robert fonctionne comme un bistouri parce qu'elle enlève le mysticisme bon marché et laisse seulement la loi à nu. L'homme vivait responsable, au sens de la peur. Il marchandait jusqu'à l'os, payait mal, ne donnait pas, ne se permettait rien. Et le diagnostic était simple, crampe de rareté. La prescription était petite, mais chirurgicale, donner régulièrement une somme modeste, non pas avec rage, mais avec la conscience de quelqu'un de prospère. Et quand la conscience a changé, le schéma extérieur a commencé à se réorganiser. Le texte rapporte le basculement en quelques semaines, avec une hausse de volume et des clients surgissant par des canaux improbables, et souligne un détail crucial. Robert a continué à travailler, à bien servir, à s'améliorer. Le changement interne n'a pas effacé la réalité, il a réordonné la réalité. Ça, c'est du laboratoire. Tu changes la cause et tu observes l'effet. Mais il existe un second niveau dans cette histoire. Quand l'entrée a commencé à augmenter, on lui a demandé d'augmenter la circulation proportionnellement. Cela empêche le retour à l'ancienne identité avec de nouveaux revenus. Parce que beaucoup reçoivent plus et se raidissent immédiatement plus, reçoivent plus et craignent plus, reçoivent plus et protègent plus. Et alors, l'abondance devient une prison d'entretien. Le laboratoire préfère une autre voie, recevoir avec grâce, circuler avec dignité, sans culpabilité ni ostentation. La question n'est pas combien entre, la question est qui deviens-tu quand ça entre? Dans le prochain chapitre, nous allons attaquer un ennemi qui se déguise en prudence et, pour cette raison, détruit plus de gens que l'imprudence, l'attente du désastre. Le même acte d'économiser peut être bénédiction ou sabotage, selon la manière dont tu nommes et imagines le futur. Et ça touchera directement ton vocabulaire, parce que le subconscient obéit aux mots comme à des ordres. Il existe un piège élégant, poli, socialement applaudi qui maintient la plupart des gens dans le même destin pendant des décennies. Se préparer au pire avec des images du pire. Ça ressemble à de la responsabilité. C'est souvent de la prophétie. Le document donne des exemples presque cruels de simplicité. Des gens qui économisent pour quand la voiture cassera et la voiture casse. Des gens qui économisent pour quand ils perdront leur emploi et ils sont licenciés. La thèse n'est pas « n'économise pas ». La thèse, c'est « n'économise pas avec l'esprit agenouillé,
devant le désastre. Parce que le subconscient n'enregistre pas ta justification intellectuelle, il enregistre l'association. Si tu graves urgence sur le compte, tu martèles urgence dans le champ mental. Et le champ mental fait ce pourquoi il a été entraîné, produire un scénario qui correspond au film que tu répètes. La correction est presque irritante, tant elle est précise. Tu économises pour l'opportunité, pas pour la tragédie. Tu appelles ça fonds d'opportunité, réserve d'abondance, compte de liberté. Ça paraît un détail cosmétique jusqu'à ce que tu comprennes que les mots sont des pinceaux et que le subconscient peint avec ce que tu lui donnes. Et la différence entre urgence et opportunité change l'état du corps. Urgence contracte, opportunité dilate, et un corps dilaté voit des portes qu'un corps contracté ignore. Le laboratoire ne romance pas ça. Il t'invite à tester pendant des semaines le même montant épargné, mais avec un nom, une attente et une image différente. Tu vas sentir la différence dans ta respiration. Et ça s'étend à tout ce qui concerne la protection, assurance, précaution, planification. La question n'est pas l'acte, c'est l'obsession imagée. Si tu prends une assurance en répétant le film de l'accident dans ta tête, tu nourris le film. Si tu la prends avec sérénité, comme quelqu'un qui assume sa responsabilité et espère ne jamais l'utiliser, tu maintiens le schéma de sécurité sans en faire un hôtel de peur. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'hygiène mentale, c'est du soin spirituel et nerveux, parce que la peur n'est pas une mauvaise pensée. La peur devient un commandement de réalité quand elle devient répétition émotionnelle. Maintenant vient un poison encore plus déguisé parce qu'il se croit moral, condamner la richesse tout en demandant la prospérité. Le texte appelle ça la programmation de la pauvreté par la consommation culturelle et la conversation quotidienne. Représenter le riche toujours comme un méchant, diaboliser l'argent, traiter l'abondance comme un péché. Tu peux défendre la justice, avoir des critères éthiques, refuser l'exploitation, tout ça est légitime. Le danger, c'est de condamner le principe même de l'abondance comme s'il était, en soi, sale. Parce que le subconscient est protecteur. Si tu crois que la richesse corrompt, il te protège de la richesse. Et alors tu crois être spirituel, quand en réalité, tu es bloqué par une croyance mal installée. La sortie proposée est mature. Séparer la critique de conduite non éthique de la condamnation du flux. Affirmer richesse honnête, abondance éthique, de l'argent dans de bonnes mains fait du bien. Tu ne renonces pas à la morale, tu nettoies le venin. Et il y a un symptôme concret qui révèle si ce venin est actif, la micro-réaction quand tu vois quelqu'un prospérer. Si une étincelle de critique automatique surgit, un commentaire mental méprisant, une envie de rabaisser, tu n'es pas en train d'analyser. Tu es en train de t'auto-saboter. Le laboratoire appelle ça condamnation silencieuse parce qu'elle semble invisible. Mais l'effet est lourd. Ce que tu condamnes, tu l'éloignes de ta vie. Le point n'est pas d'admirer aveuglément qui que ce soit. Le point est de ne pas entraîner ton système à haïr ce que tu dis vouloir. Tu ne peux pas affirmer le flux avec la bouche et maudire le flux avec le cœur. Ça crée une division interne, et une division interne produit des résultats divisés. Alors le chapitre devient pratique. Quand tu perçois une critique automatique, tu ne te culpabilises pas. La culpabilité ne fait qu'alimenter plus de contraction. Tu marques l'événement comme ancien programme, et tu remplaces par une lecture plus propre. Je reconnais la possibilité. Ça existe dans le monde, donc ça existe sur ma carte. Que je devienne capable de porter ça avec caractère. C'est l'axe du canal. Pouvoir avec responsabilité. Ce n'est pas idolâtrer l'argent. C'est ne pas faire de l'argent un démon invisible qui te gouverne par derrière. Dans le prochain chapitre, nous allons entrer dans ce qui fait obéir la loi avec précision, l'identité. Pas comme une jolie phrase, mais comme l'ajustement fin du langage, de la réaction et de la persistance face à la contradiction.
Parce que le monde va te tester avec des preuves anciennes, et ce que tu fais dans ces minutes décide si le nouveau schéma se fixe ou si tu retournes à l'ancienne peau. La phase la plus décisive de l'ingénierie n'est pas quand tu affirmes, c'est quand la réalité te contredit, quand une facture élevée arrive, quand un symptôme apparaît, quand quelqu'un te traite comme l'ancienne version de toi. C'est là que le laboratoire sépare l'opérateur du rêveur. Le texte appelle ça test de conscience. Si la contradiction t'ébranle, ton signal est faible. Si la contradiction t'amuse, ton signal est fort. Et amuser, ici, n'est pas nier le fait. C'est reconnaître le fait comme un effet retardé. Tu as déjà changé la commande. Maintenant, tu ne te laisses pas hypnotiser par la vieille photographie. Tu restes dans le nouveau film jusqu'à ce que le projecteur change de bobine. Pour ça, tu dois maîtriser un instrument que la plupart utilisent comme du poison. Je suis. Le document est brutalement clair. Les phrases commencées par « je suis » deviennent des décrets. Je suis fauché, je suis anxieux, je suis malchanceux, je suis pauvre. Ne sont pas des confidences innocentes, ce sont des moules. L'inconscient les traite comme identité, et l'identité devient schéma. Alors le laboratoire ne te demande pas de feindre une vie parfaite. Il te demande d'arrêter de coller une étiquette permanente sur un état temporaire. Au lieu de « je suis », tu commences à dire « je traverse » quand il s'agit des faits, et tu réserves « je suis » pour la cause, « je suis abondance »,« je suis santé »,« je suis direction »,« je suis discipline ». Ce n'est pas mentir, c'est une hiérarchie du réel. La condition change, l'identité commande. Et ici, entre l'exercice qui paraît simple et détruit les anciennes habitudes, le jeûne du « je suis » pendant 24 heures. Pendant une journée entière, tu ne permets pas que « je suis » se termine par quelque chose qui te diminue. Tu vas être surpris du nombre de fois où tu te sabotes sans t'en rendre compte. Tu vas sentir l'urgence de dire « je suis fatigué »,« je suis stressé »,« je suis nul avec l'argent ». Et quand tu tiens, tu vas remarquer l'addiction émotionnelle derrière. Tu utilises l'étiquette pour justifier, pour te donner la permission de rester pareil. Le laboratoire coupe ça, pas avec violence, mais avec précision. Tu te surprends, tu corriges, tu choisis l'opposé non comme fantaisie, mais comme installation d'une nouvelle commande. Le texte appelle ça discipline de souveraineté. Tu t'autorises de l'intérieur, tu n'attends pas l'autorisation du monde. Sauf qu'il existe une erreur qui tue plus de manifestations que n'importe quelle pensée négative. Raconter l'histoire de la victime. Cet élan d'appeler quelqu'un et de dire « tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé ». Ça paraît humain, et ça l'est. Mais c'est aussi un retour immédiat vers l'ancien avatar. Tu rejoues la narration de la limitation et tu nourris les faits par l'attention. Le laboratoire ne te demande pas de devenir un robot sans émotion. Il te demande de choisir le langage de quelqu'un qui traverse, pas de quelqu'un qui coule. Tu peux reconnaître le défi sans couronner le défi comme identité. Tu peux dire « je suis en ajustement, je me réorganise, je suis en transition », au lieu de dire « ça m'arrive toujours », parce que « toujours » est la signature de la prison. Alors la pratique finale de cette phase est la plus raffinée. Quand la contradiction apparaît, tu exécutes la technique du « après ». Tu ne réagis pas comme si c'était la vérité finale. Tu marques ça comme résidu. Tu maintiens la posture interne de quelqu'un qui a déjà changé. Tu paies ce que tu dois payer. Tu prends soin de ce que tu dois prendre soin. Tu poses des actes concrets. Et en même temps, tu soutiens la nouvelle identité. Ça évite deux extrêmes, la négation irresponsable et la panique superstitieuse. Le laboratoire exige de la maturité. Agir dans le monde, sans s'agenouiller devant le monde. Et c'est ici que je laisse la porte ouverte pour le prochain bloc. Parce que le point suivant n'est plus comment créer du vide, ni comment soutenir l'identité. Le point suivant, c'est comment protéger le processus contre deux forces silencieuses, la hâte de contrôler le comment et la séduction des promesses faciles qui semblent spirituelles, mais ne sont que manipulations émotionnelles.
Dans le prochain bloc, nous allons monter le système de protection contre l'auto-illusion. Comment savoir si tu es dans une foi disciplinée ou dans une fantaisie déguisée et comment maintenir le laboratoire suffisamment propre pour que la loi opère sans bruit.